On commence. On est là pour parler de la lutte des intermittents du spectacle. Donc, nous avons pour ça la présence de Karl Pivet, qui est vice-président d'AC Gironde. Oui, Gironde contre le chômage. Et puis, nous avons Françoise Timonier. Framboise. Pardon, Framboise Timonier, absolument, du syndicat CGT. Syntac. Voilà, Syntac, ouais, c'est un sigle Syndicat national des professionnels du théâtre et des activités culturelles. Ce qu'on appelle la branche technique, administrative et personnelle d'accueil du spectacle vivant, qui regroupe les théâtres nationaux, les centres dramatiques, les scènes nationales, les compagnies, les associations avec programmation de spectacle vivant. Si on est sur l'animation, c'est pas chez nous. D'accord. Lequel des deux commence? Je vais laisser Framboise commencer. Ça va être, je vais faire un petit historique quand même sur les annexes 8 et 10, puisqu'elles viennent d'une volonté d'employeur au démarrage, dans les années 30, concernant la filière du cinéma. Ils avaient du mal, les employeurs, les producteurs de cinéma avaient du mal à trouver des techniciens qui acceptent de travailler de manière hachée sur des contrats courts, puisque c'était quand même une période plutôt de plein emploi, et ils ont mis en place un système de travail intermittent dans la filière cinéma dédié plutôt aux techniciens, cadreurs, constructeurs, etc. Et donc il leur permettait d'avoir des périodes salariées et des périodes chômées. Et puis petit à petit ça s'est développé, ont été intégrés petit à petit les comédiens, et puis ça s'est toujours développé. Le démarrage de ces annexes, c'est en 1936, donc une date assez symbolique aussi. Bon, il y a eu la guerre, et puis il y a eu des négociations après des ouvertures sur la protection des salariés après-guerre, tout le travail du Conseil national de la résistance, la mise en place de la sécurité sociale, etc. Et puis tout ça, c'était le chômage devait faire partie de la filière de la sécurité sociale. Ça n'a pas été le cas. Donc, il y a une filière la filière chômage s'est montée, on va dire, de manière indépendante. Et il y a eu toujours ce travail sur la filière cinéma, et puis petit à petit, le spectacle s'est inclus, et puis bon, ça a été vraiment entériné dans les années 80, début des années 80, qui là aussi marque une date symbolique, puisque c'est 1981, mai 81, c'est l'accès la première phase du Parti socialiste au pouvoir, on va dire l'acte 1 du Parti socialiste. Et avec le développement culturel, un vrai développement sur la prise en compte du spectacle vivant, des arts en général, par une vraie politique, une vraie volonté politique de l'État. Et le chômage a suivi et s'est développé les annexes 8 et 10, alors qui au départ étaient différenciés cinéma et spectacle vivant. Donc on avait deux secteurs d'activité différenciés, qui après, dans l'évolution des négociations, ont fait une différenciation par corps de métier, artistique et technique. Et nous sommes actuellement sur une différenciation de corps de métier entre l'artistique et le technique, qui crée des nouvelles symboliques, parce que quand on est sur un champ de travail entre le cinéma et le spectacle vivant, on n'est pas forcément sur les mêmes temporalités. Et quand on fait une différenciation de champ de métier, on scinde encore différemment les professionnels. Entre eux, une différenciation de passerelle entre le corps artistique et le corps technique. Jusqu'en 2003, on était sur une date anniversaire, sur une annualisation de l'indemnisation, sur une négociation à 507 heures, donc à savoir que nous précisons toujours au niveau de la Fédération du
spectacle, il s'agit bien de 507 heures déclarées travaillées, déclarées, puisqu'il y a une grande part de travail invisible qui n'est pas déclaré, qui n'est pas perçu. Et donc c'est ces 507 heures en un an. Donc on avait un repère temporel de 1 an pour trouver ce qu'on appelle, pour trouver des contrats, trouver des cachets pour 1 an. Et en 2003, ça a été la rupture provoquée par le MEDEF, par le baron Sellière et Sauvagnac à l'époque, le directeur de l'UNEDIC, sur réduire le temps d'indemnisation. Et à partir de... Donc ça a été... 2003 a été une âpre et dure lutte parce que on nous entachait de 1 mois et demi pour les techniciens. Attendez. On est passé de 1 an, donc de 12 mois, à 10 mois pour les techniciens, donc 2 mois en moins, et 10 mois et demi, donc 1 mois et demi en moins pour les artistes. Ce qui veut dire à partir de 2003, on est passé sur une période glissante. C'est-à-dire qu'on ne peut plus fonctionner en année, on ne peut plus fonctionner en repère fixe. On n'a plus de repère fixe, en fait, sur notre manière de travailler. Et ça crée une déstabilisation et qui crée une individualisation, une atomisation des salariés intermittents parce qu'on est à la course au cachet encore plus qu'avant. On a su malgré tout ça, c'est une volonté patronale, on a su malgré tout ça maintenir une cohésion de lutte interprofessionnelle. Donc je dis interprofessionnelle à l'intérieur de nos professions pour bien rassembler techniciens et artistes parce que la volonté c'est de nous séparer. Et nous on revendique une annexe unique. On veut une annexe unique, artistes et techniciens, parce qu'il y a de la porosité dans nos métiers, il y a des artistes qui font de la technique et des techniciens qui aussi ont une part de création artistique. Un décorateur, c'est une part de création artistique. Un concepteur lumière, c'est une part de création artistique. Un musicien peut aussi faire du son. Donc on comprend moins, et les producteurs de cinéma le comprennent moins sur l'aspect technique dans le cinéma. Et je suis désolée, un régisseur, il a aussi une part de création à faire parce qu'il faut qu'il ait tout en tête. Et nous, on revendique un corps de métier, en fait. Une annexe pour l'ensemble de professions qui soient artistiques et techniques dans le champ du spectacle vivant, du cinéma et de l'audiovisuel. Et on se pose la réflexion maintenant avec les nouvelles technologies. Il y a tous les concepteurs 3D, il y a tous les créateurs de jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on en fait? Ils sont où? Parce qu'ils ne sont pas historiquement dans nos métiers, mais nos métiers évoluent. Donc nous devons aussi faire évoluer la part du champ. Ils apparaissent dans les annexes 8, donc qui sont des annexes techniques. On a une référence de code APE qui est le code dédié par l'INSEE sur la catégorie d'activité. On a, je sais pas, une dizaine de codes APE qui regroupent plus de 350 corps de métier sur l'aspect technique. Du champ du spectacle vivant, du cinéma, de l'audiovisuel, de l'animation visuelle. Pas de l'animation sociale, de l'animation visuelle. Et sur le champ du champ artistique, la part est un peu plus floue. Mais bon, on va dire une vingtaine de corps de métier artistiques quand même. Parce qu'il y a tout l'aspect du corps de ballet, de l'orchestre, du chant, de la rue aussi, puisque aussi ça, les métiers de la rue aussi, les artistes de rue influent aussi sur l'évolution du métier. Et le mouvement de 2014 est encore une atteinte supplémentaire déjà à la fragilité de 2003 sur cette période glissante puisqu'on a perdu du repère. Et là, c'est taxer les salariés, donc c'est faire payer aux salariés le manque de politique d'emploi,
le manque de politique et de volonté politique sur le travail, sur la notion de travail. Et donc, c'est les salariés intermittents qui... c'est un peu que les gros salaires lèvent le doigt, vous allez payer pour les autres. Bon, ça peut partir d'une bonne intention, sauf que quand... ça a été la lutte de 2014, quand vous êtes à peu près à 1 500 € indemnisation et salaire confondus et que le projet de démarrage de la négociation de mars 2014, ça a été que sur des salaires plutôt moyens, très moyens, ils lâchent 10 jours d'indemnité. Donc on a 7 jours de carence. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que dans la négociation, on a obligatoirement, quand on est réexaminé en allocation de retour à l'emploi, on a 7 jours de carence systématique, qui n'étaient pas appliqués systématiquement dans les protocoles d'avant. Donc ça veut dire que quand vous avez droit, vous ouvrez le guichet aux 507 heures, vous avez 7 jours en moins sur votre premier mois d'indemnisation. Donc d'emblée, vous n'êtes pas indemnisé si vous ne travaillez pas ce mois-là, vous n'êtes pas indemnisé sur 30 jours, mais sur 21 jours. Et si vous êtes sur un salaire moyen moins au démarrage, enfin moi je dis moyen moins parce que je ne trouve pas que 1 500 € ce soit la Bérésina, on revendique quand même un SMIC à 1 700 à la CGT, donc quand même. Vous perdiez 10 jours en plus. Donc vous aviez 17 jours en moins d'indemnisation sur votre premier jour. Je suis désolée, mais c'est... Et cette période, ces 10 jours-là n'étaient pas cash, c'était pas 10 jours cash, c'est-à-dire que si vous travaillez, qui correspond toujours au gros salaire, donc on a réussi à faire augmenter le plafond de salarial d'indemnité, enfin tout confondu, indemnité salaire, on a réussi à le faire augmenter, quoi. Mais, si vous travaillez, cette période était glissante, c'est-à-dire vous travaillez 2 jours, donc vous avez vos 7 jours de carence, donc vous êtes à J+7, bon, ça de toute façon on n'y touche pas, vos 7 jours vous les avez en moins d'emblée. Si vous travaillez 2 jours sur cette période de 10 jours, ça décalait d'autant, c'est-à-dire que vous aviez vos 10 moins 2, donc vous aviez encore 2 jours de décalé sur votre prochaine 2 jours d'indemnisation, donc sur le mois d'après, vous aviez encore 2 jours de carence, etc. etc. Enfin, c'est une usine à gaz infernale, histoire de réduire l'indemnisation qui est due aux salariés intermittents, parce que nous avons une cotisation double par rapport au chômage du régime général. J'ai pas compris là, cette histoire de quand on travaille 2 jours, ça pousse encore le délai de carence, ça augmente le délai de carence? Pas le délai de carence, le délai de carence reste délai de carence, il reste à 7 jours. Quand vous renouvelez, quand vous rentrez vous avez fait vos 507 heures, vous retournez à l'allocation de retour à l'emploi. Vous avez nécessairement 7 jours de carence. C'est un peu la punition, c'est bien, bravo, vous avez gagné vos 507 heures, mais on vous enlève 7 jours d'indemnisation, quoi qu'il en soit, puisque vous retournez à l'ARE. Et alors c'est 507 heures sur 10 mois et demi pour les artistes et 10 mois pour les techniciens. Mais 10 mois, nous on précise bien, déclaré salarié. Déclaré salarié, c'est-à-dire avec un bulletin de salaire, parce qu'on travaille plus de 507 heures en fait. Il y a beaucoup de travail invisible. Oui. Et la bataille qui a été sur les annexes en 2014 a été de faire augmenter le plafond d'indemnité, de cumuler indemnité salaire, enfin ce qu'est l'indemnisation chômage qui est calculée sur les salaires, voilà, ça calcule savant et tout ça. Mais au démarrage, c'était à partir de 1 500 € pour à peu près 500, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était à 550 heures, ce qui se fait quoi. Enfin, je veux dire, on avait, je crois que c'était 10 jours en moins d'indemnisation, mais là sur période glissante. C'est-à-dire que si vous travaillez pendant ces 10 jours, admettons vous travaillez 2 jours pendant ces 10 jours, ça vous recule encore de 2 jours le temps où on va démarrer votre indemnisation. Donc c'était des plots qu'on déplace comme ça. On a réussi sur les salaires moyens
sur les indemnisations moyennes, sur l'indemnisation moyenne, calculée sur les salaires moyens quand même, je précise, à ce que ça soit réévalué, que ça soit que sur plutôt des gros salaires. Mais avant, c'était sur des salaires vraiment moyens. Donc, salaire indemnité toujours, faut que je le précise. Donc la bataille a été là. La bataille a été que le discours de Valls en juin a été une intervention de l'État sur cette période de carence, c'est-à-dire qu'on puisse être sur une période transitoire où le salarié intermittent ne perçoit pas cette carence parce qu'elle est prise en charge. Enfin, c'est pas la carence, c'est la période glissante, parce que la carence, on y a droit à tous. Mais sur la période glissante, ça soit prise sur une intervention financière de l'État. Mais ça va être que sur un temps donné, ça va être que sur 6 mois. On ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois. C'est un flou. Alors que nous, on a des propositions alternatives qui ont été mises en place sur le comité de suivi qui a émergé suite à la lutte de 2003, avec des personnes de la société civile, des syndicalistes, des politiques, des économistes, des sociologues, et que ce comité de suivi a proposé une situation, une modélisation qui serait équitable, qui permettrait de faire plutôt un équilibrage des indemnisations avec une seule annexe, avec on est toujours un peu, une seule, pas une seule, mais bon. Mais surtout un calibrage plus équitable. Et le retour à la date anniversaire, donc de travailler sur, enfin, une année, qu'on soit sur un cadre, parce qu'on réfléchit aussi par plot, on a besoin de... Un an, ça parle à tout le monde, c'est un an de plus dans la vie, c'est un an de plus, c'est on fête sa date, on fête son anniversaire, on fête le nouvel an, enfin il y a quelque chose de symbolique dans cette année qui est importante pour le repère d'une période de travail aussi et de recherche de travail, puisqu'on est sans arrêt en recherche de travail. Et malgré la bonne foi, la bonne tenue, la justesse de cette modélisation, jamais ça n'a été ouvert au niveau des négociations de l'assurance chômage sur les annexes 8 et 10. Et c'est là où on trouve qu'il y a un déni total d'écoute, un déni total de prise en compte des propositions intelligentes et sensées de la société civile et des syndicats et des personnes qui sont à même de pouvoir faire une proposition et d'être entendu et négocié, puisqu'on est bien d'accord que ça se négocie au niveau de l'UNEDIC, au niveau des partenaires sociaux représentatifs, et que les signataires de l'assurance chômage ne sont en aucun cas sur les annexes 8 et 10 représentatives de nos professions. Donc on est vraiment sur quelque chose qui pose énormément de problèmes politiquement et sociologiquement et socialement et en termes de politique sociale. Donc, pourquoi on ne veut pas entendre parler de ces propositions du comité de suivi? C'est politique. Ça veut dire qu'on repose aussi la question du chômage, donc de l'emploi, donc du travail, d'une autre manière. Et on ne veut pas se poser cette question-là, en tout cas du point de vue patronal, sachant que nos patrons, dans les filières cinéma-spectacle, ne sont pas représentés à l'UNEDIC dans les négociations. Donc là aussi, il y a un problème. Je ne veux pas me faire la défenseur du patronat, mais là, que les syndicats de patrons ne soient pas représentés dans les négociations des annexes 8 et 10 de l'UNEDIC, c'est pas normal. Donc, qui vote dans l'UNEDIC? Mais c'est la CGPME, l'UPA et le MEDEF. Et au niveau des salariés, nous, c'est représentatif, ça se trouve, la CGT est majoritaire dans le spectacle et le cinéma. Et donc il y a un gros souci là et c'est la question qui a été soulevée par la mobilisation de
de 2014, c'est la précarité de l'emploi, la précarité du travail, auquel forcément nous on s'est associés parce qu'on est sur des emplois précaires et sur de la précarité de l'emploi et du travail. Précarité du travail dans le milieu du spectacle et du cinéma, je ne trouve pas. Il y a toujours, on ne peut pas dire que ce soit un secteur précaire. L'imagination sera toujours là, la créativité sera toujours là. Donc, mais c'est la discontinuité du travail qui fait ça. Donc voilà. J'espère que je ne suis pas trop brouillon. Avant de donner la parole à du point de vue du chômage, ça a régressé puisqu'on n'est plus sur une année. C'est la période de l'année qui est importante. On n'y est plus puisqu'on est passé d'une annualisation à une période glissante de 10 mois pour les techniciens et 10 mois et demi pour les artistes. En termes de droit au niveau des conventions collectives, on a progressé, notamment dans le cinéma, parce qu'il n'y avait pas de convention collective. Donc là, ça a été une bataille, vous avez dû en entendre parler, puisqu'il y a des producteurs, réalisateurs qui ont été vent debout contre la convention collective, sauf qu'à un moment donné, on était sur un champ d'activité où il n'y avait pas de convention collective quand même. Ça veut dire que les employeurs pouvaient faire un petit peu ce qu'ils voulaient, juste respecter un minimal code du travail et encore, mais il n'y avait pas d'accord sur le temps de travail par jour. C'est monnaie courante qu'un accessoiriste, par exemple, il est le premier arrivé sur un tournage, il est le dernier parti parce qu'il démonte avec les décorateurs, il démonte tout, quoi. Et donc, ils se font 16 heures de boulot par jour, déclaré 8. Donc, à un moment donné, il faut poser les choses, quoi. Évidemment, on met des minimums syndicaux sur une grille de convention collective salariale parce que y avait des accords sur la figuration et tout, mais il fallait un peu que ça soit signé quand même, quoi, donc là, on a gagné. Sur la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, donc la partie spectacle vivant, public, on peut pas dire, on va dire que ça stagne, parce que l'augmentation salariale est de 1% annuel, donc on ne peut pas dire qu'on soit sur... En tout cas, en termes de salaire, on ne peut pas dire que ce soit la Bérésina. En termes de droit, il y a encore des améliorations à faire. Notamment, là, on a gagné une bataille cette année sur Bordeaux, puisque l'Opéra de Bordeaux, c'est une régie personnalisée, donc c'est du droit public, avec des fonctionnaires, des titulaires, et des intermittents du spectacle, des salariés intermittents. Les fonctionnaires et les titulaires, ou les CDD dépendants de la fonction publique, bénéficiaient de la formation professionnelle par le CNFPT. Les salariés intermittents du chant artistique, les danseurs, les chanteurs et les techniciens intermittents ne bénéficiaient pas de la formation professionnelle puisque l'opéra ne payait pas la taxe sur la formation professionnelle. Donc il y avait discrimination, là, claire. Donc on a réussi, c'était une bataille commune avec la CGT des municipaux de Bordeaux, le syndicat des artistes musiciens CGT et le syndicat CGT. On a fait une lutte commune et on a réussi à obtenir de la direction qu'enfin elle paye la formation professionnelle, donc l'AFDAS. Et ça est parce qu'il y a d'autres champs où ils ne payent pas la formation professionnelle. Donc là, on a gagné en accord sur les conditions des salariés. Parce qu'il ne faut pas oublier que les intermittents sont des salariés, un travail discontinu. Et donc, ils sont à la fois salariés et chômeurs. D'accord. Alors justement, on a donc Carole Pivet, Agir contre le chômage, qui est là, et on va lui laisser la parole maintenant, et puis on fera ensuite une petite synthèse. Une synthèse avec la salle, voilà. Il y a des points à éclaircir aussi. Okay. Alors tout d'abord, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, tout d'abord, qu'il nous soit permis de remercier le LPF, et plus particulièrement, je il n'est pas là, mais c'est grâce à Pascal Chauvet si on a été invité ici, pour nous avoir invité au cours de vos débats dans votre université automne. Bon.
Alors comme vous le savez sans doute, la situation face au chômage est loin d'être brillante. Les derniers chiffres diffusés par la DRS pour le mois de septembre 2014 font apparaître officiellement 3 432 500 chômeurs, demandeurs d'emploi, en fin septembre 2014, soit une augmentation sur un mois de 6%. Pour vous en donner une idée, ça représente 19 200 personnes. Alors 19 200 personnes, si on veut comparer quelque chose, c'est comme une ville comme Libourne. Vous voyez la carte. Je ne sais pas si vous voyez, Libourne, ça a 26 400 personnes à Libourne, et je crois que c'est à peu près dans les mêmes proportions, c'est quelque chose de considérable. Et régionalement, la situation se détériore aussi. Alors l'Aquitaine n'est pas aussi en reste, car elle accuse aussi une augmentation de 6%. Ces chiffres sont d'autant plus graves si j'ajoute que Pôle emploi a radié en parallèle 283 300 personnes sur la liste des demandeurs d'emploi sur ce même mois. Sur un an, cela représente une croissance de 4,3%, soit 150 000 demandeurs d'emploi, en plus de toutes catégories confondues A, B, C et D. On a donc 10,3% de la population active touchée par le chômage. Ça, c'est pour des chiffres officiels, délivrés par Pôle emploi et la DARES. Nos organisations de chômeurs disent qu'officieusement, nous sommes en fait à 15% de chômeurs en France si on intègre toutes les personnes qui ne s'inscrivent pas à Pôle emploi et qui sortent bien évidemment du champ visuel de Pôle emploi et des statistiques, comme certains SDF qui sont trop détruits par le système et non inscrits, ou ces précaires qui enchaînent CDD sur petit CDD, on a vu le cas avec ma camarade qui est à côté, et qui considèrent l'inscription à Pôle emploi comme une démarche administrative inutile et supplémentaire qui ne sert à rien. C'est aussi des gens qui sont dégoûtés par Pôle emploi et qui ne s'inscrivent pas, et surtout une grande majorité n'ayant pas de droit à indemnisation évite aussi de s'inscrire. La situation de tous les chômeurs et précaires se dégrade rapidement, tandis que dans le même temps, la précarité de l'emploi se généralise. En effet, vous avez 86% des embauches qui se font maintenant en CDD. En conséquence, la pauvreté et la misère explosent en France. 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, 3 700 000 sont mal logés, et le dernier rapport de l'UNICEF publié fin octobre 2014 indique que 440 000 enfants sont victimes directes de la crise. Pôle emploi, quant à lui, oriente de plus en plus de chômeurs vers des entreprises de placement privé, ce qui perpétue le détricotage du service public de placement. Ce qui est signifiant ces derniers temps, c'est la faillite d'une de ces entreprises. En effet, ces 3 consultants, pourtant soutenus à hauteur de 2 millions d'euros de l'argent public issu des caisses de Pôle emploi, ces 3 consultants ayant falsifié les contrats d'embauche, des dossiers d'accompagnement et détourné de l'argent public. Cela aurait dû sonner le glas de l'expérience de l'accompagnement privé. Eh bien non. La maison Pôle emploi étant complètement surbookée face à la massification du chômage et en incapacité d'offrir un accompagnement correct aux demandeurs d'emploi, certains conseillers cumulent de 250 à 300 dossiers de suivi individuel dans leur portefeuille et s'en faire quand même à orienter l'accompagnement des demandeurs d'emploi vers le privé. Pire, ces emplois vont leur orienter vers ceux qui ont les plus de chances de retrouver du travail. C'est-à-dire qu'on va aller vers le privé, on va envoyer les gens vers le privé, et les gens qui ont le plus de facilité à trouver un emploi. C'est quand même un compte pour le service public, quand même. C'est quand même quelque chose d'énorme de voir ça. Sciant ainsi la branche sur laquelle ils sont assis, car demain, il sera facile pour le privé d'annoncer que leur performance en matière de placement dépasse celle du service public de l'emploi. Cela préfigure la privatisation future de Pôle emploi ou carrément une possible destruction. Ça, c'est grave. Ces logiques de mise en œuvre sont désormais à l'intérieur de Pôle emploi sont de plus en plus déshumanisantes, avec la volonté d'éloigner au maximum le chômeur de son agence et de son conseiller. Pour ce faire, la direction Pôle emploi a créé différents suivis, notamment le suivi 100% web, qui sera collé à la machine du demandeur d'emploi, en sachant que celui-ci n'a pas créé d'espace personnel sur le site de Pôle emploi et a de plus en plus de difficultés à accéder aux offres. Car demain, il est prévu de remplacer l'accueil en agence par des bornes informatisées. On appelle cela des visio-guichets, qui sont déjà testés partout en France. Face à la détresse des demandeurs d'emploi, Pôle emploi recherche à dissimuler ces failles en offrant une fausse solution, la machine numérique.
Sous l'égide du ministère du Travail et face à une équation sans solution, Pôle emploi doit faire baisser les chiffres du chômage sans pour autant avoir le nombre d'emplois requis. 1 400 000 offres pour 5 300 000 chômeurs. Le rapport est donc d'une offre sur 5 demandeurs. La solution trouvée par le conseil d'administration de Pôle emploi, c'est d'augmenter la pression par le contrôle des chômeurs, accusés de ne pas chercher suffisamment d'emplois pour que Pôle emploi est lui en incapacité de trouver. Une expérimentation a été menée dans 4 départements sur le contrôle. À la suite, un corps de contrôleurs doit être créé en mars 2015 avec la volonté de rallier les demandeurs d'emploi qui, soi-disant, ne rechercheraient pas suffisamment d'offres. C'est d'autant plus vicieux que ces agents se font passer pour des agents accompagnateurs, ce qui trompe les demandeurs d'emploi sur la finalité des entretiens. Rappelons ici que le contrôle est bien évidemment un but coercitif, entraînant souvent une radiation qui suspend le paiement des allocations pour une durée plus ou moins longue. Pôle emploi augmente ainsi mécaniquement le nombre de radiations. Dans les 4 régions expérimentatrices, il y a eu entre 8 et 35% de radiation. C'est-à-dire que vous avez même dans un département qui est la Haute-Normandie, le directeur a carrément refusé le corps de contrôleurs. Alors les contrôleurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se faisaient passer pour des conseillers. Ils interrogeaient les gens au téléphone, ça se passait par téléphone le plus souvent. Et puis, on contrôlait les gens. Si la personne ne répondait pas au téléphone, elle était radiée, directement. Et ce, sans que la personne puisse demander quoi que ce soit. Hein. C'est hallucinant. C'est quasiment une police à l'intérieur de Pôle emploi, c'est aberrant. On présente une nouvelle fois le chômeur comme profiteur du système, supposé fraudeur, et non pas comme une victime de la politique ultralibérale qui privilégie le profit au détriment de l'emploi. Pire, pour votre petite information, Pôle emploi s'apprête même à créer des agents spécialisés en interne en vérification des actes des conseillers en relation avec les usagers, sous couvert de recherche de performance. C'est la montée en puissance de la police privée de Pôle emploi. On imagine donc la paranoïa dans laquelle cette institution se trouve. Et maintenant l'UNEDIC, avec un déficit cumulé de 18 milliards d'euros et un déficit de 4 milliards d'euros sur l'année 2014, on peut dire qu'elle est en faillite. Le MEDEF au lieu d'augmenter les cotisations patronales, préfère emprunter sur les marchés financiers. Avec eux, demain, l'assurance chômage sera cotée en bourse et ils empocheront les bénéfices induits des actions et dividendes pendant qu'en parallèle, les chômeurs verront leurs droits totalement diminuer. Et ce n'est pas de la science-fiction. Lors de la renégociation de la convention d'assurance chômage, dite du 22 mars 2014, et négociation après négociation d'ailleurs, le MEDEF réussit à faire valider par les syndicats associés à la gestion paritaire des propositions qui diminuent les droits des demandeurs d'emploi. Alors, rendez-vous compte que le délai de carence pour être indemnisé passe de 70 à 170 jours maximum. Les fameux droits rechargeables, dans les faits, ne sont pas des avancées sociales, mais une incitation à accepter n'importe quel boulot à n'importe quel prix, et donc une accentuation de la précarité. Pire, en modifiant les taux de calcul d'indemnisation pour les chômeurs les plus aisés, il réalise jusqu'à 400 millions d'euros d'économies sur le dos des demandeurs d'emploi. L'âge pour percevoir 3 ans d'indemnisation passe de 50 à 52 ans. Mais il est plus scandaleux, il prélève des cotisations assédiques sur les retraités qui travaillent jusqu'à 65 ans. Leur volonté d'économie, de destruction de l'assurance chômage ira même jusqu'à détruire le système d'indemnisation spécifique contre la précarité de l'emploi du régime des intermittents et des intérimaires. À ce propos, AC a soutenu le mouvement des intermittents nationalement, mais aussi localement. Pendant que le patronat détruit nos acquis sociaux, le gouvernement soi-disant socialiste impose une politique libérale assumée et distribue des dizaines de milliards au nom de la lutte contre le chômage aux entreprises privées. Le pacte de responsabilité qui représente 50 milliards d'euros, dont 25 milliards est volé dans les caisses des allocations familiales. Le crédit d'impôt compétitivité emploi qui représente entre 16 et 20 milliards d'euros. C'est aussi 220 milliards d'euros distribués tous les ans aux entreprises. Et c'est bien sûr une somme d'1,5 milliard qui est encore distribuée pour les 200 000 emplois d'avenir créés par le gouvernement qui ont été étendus au privé dernièrement. Alors que le peuple crève de faim,
cet argent public s'envole dans les poches du patronat, sans contrôle et sans qu'aucune création d'emploi ne soit imposée au MEDEF. Il est évident et plus facile pour le gouvernement de stigmatiser et de culpabiliser les pauvres plutôt que de les contraindre, le MEDEF et les actionnaires et les financiers à créer des emplois. Nous, précaires, devons passer à l'offensive contre le MEDEF et c'est l'arme du gouvernement. C'est pour ça qu'AC vous invite à une manifestation contre le chômage et la précarité le 6 décembre 2014, j'espère que vous serez nombreux. C'est le moment de saisir cet instant de lutte collective. AC appelle les chômeurs et les précaires du secteur public comme du privé, aussi tous les salariés à développer la mobilisation en cours pour la juste indemnisation du chômage et de la précarité, mais par la garantie d'un revenu inconditionnel et personnel, en aucun cas inférieur au SMIC mensuel, pour la participation des chômeurs à l'UNEDIC et partout où se décide leur sort. Nous exigeons le partage du temps de travail et des richesses, l'augmentation des minima sociaux et du SMIC, la suppression des radiations, le libre choix des formations, de son emploi et la prise en compte des solutions alternatives proposées. Nous espérons que le 6 décembre, vous passerez à l'offensive et que nous serons nombreux, place de la Victoire à 15h. Je vous remercie.